مرحبا بكم متتبعي قناة شوف تي في الأوفياء. في هذه الحلقة الخاصة حلقة جاءت في سياق الحرب التي أعلنتها روسيا على أوكرانيا. نحن نتواجد بمقر سفارة أوكرانيا بالعاصمة الرباط. مرحبا بكم متتبعي القناة في هذا الحوار الخاص مع سفيرة أوكرانيا بالمغرب. Bonjour Madame l'ambassadrice, je tiens à vous remercier tout d'abord au nom des dirigeants de notre chaîne et nos téléspectateurs d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci. Merci. Donc on commence. Bonjour. Donc on commence par la première question. Madame l'ambassadrice, comme vous l'avez suivi, certainement l'Ukraine est victime depuis les premières heures de la matinée de jeudi dernier, d'attaques russes. Des aménagements militaires ont été pris pour cible dans tout le pays. Pourriez-vous nous décrire la situation actuelle en Ukraine, le nombre de victimes et des otages russes? Je dois vous dire que la situation compliquée dure en Ukraine depuis 2014. Déjà en 2014, la Russie a occupé une partie du territoire de l'État souverain de l'Ukraine. C'était la République autonome de la Crimée et aussi à une partie de l'Ukraine, une partie de l'Est, dans les régions de Donetsk et Lugansk. La Russie a organisé le sabotage des éléments pro-russes pour opposer les autorités ukrainiennes. Et c'est déjà 8 ans que nous vivons sous la tension des occupations du pays agresseur. Et bien sûr que ces 2 derniers jours, c'était le plus dur jour dans l'histoire de notre pays, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on peut dire. Parce que c'est presque la même chose. On a eu au mois de juin 1941, quand les nazis ont occupé en ce temps l'Union soviétique. Mais c'était des premières heures de guerre à l'Union soviétique en 1941. C'était les bombardements de notre capitale, de Kiev, par les nazis. Et le 24 février cette année, aussi très tôt dans le matin, à 4 heures, notre ville et plusieurs autres villes ukrainiennes ont été bombardées. La deuxième question, peut-on parler d'une invasion de grande ampleur et comment vous, en tant que diplomate ukrainien, vivez-vous cette situation, surtout que vous avez certainement laissé derrière vous des proches et des membres de la famille? Oui, vous avez de la raison, cette invasion en pleine forme, parce que tout le territoire ukrainien a été bombardé, presque chaque de ces 25 régions administratives. Surtout le premier jour, c'était les unités militaires et les éléments de l'infrastructure, mais maintenant, il y a déjà les bâtiments civils, les immeubles où les gens habitent, le centre de ville, et l'invasion a causé, seulement pour les premiers jours, 57 victimes, dont 2 enfants qui ont été tués et au moins 169 personnes blessées. Mais c'est seulement pendant le premier jour. Maintenant, le chiffre malheureusement augmente parce que les attaques sont très fortes et la résistance est aussi très forte. Parce que les Ukrainiens, les forces armées ukrainiennes, la garde nationale ukrainienne, ils défendent leur patrie, leur terre, et c'est pourquoi nous sommes très
volonté de faire tout possible pour défendre et pour éliminer l'agresseur. C'est pourquoi je ne sais pas le chiffre des prisonniers ou les victimes, mais ils sont plusieurs, je vous assure. En tant que diplomate, pourriez-vous nous expliquer brièvement les raisons de ce conflit qui dure depuis plus de 8 années, déjà entre Moscou et Kiev? Je voudrais faire une course d'histoire de notre pays depuis peut-être 9e ou 10e siècle pour suivre les liaisons entre les deux pays. En principe, la Russie kievienne, sur le territoire duquel l'Ukraine d'aujourd'hui se trouve, est beaucoup plus ancien que l'État avec Moscou comme la capitale. Et c'est la Russie de Kiev qui n'est pas la Russie d'aujourd'hui. C'était un ancien État russe qui, au Xe siècle, avait déjà plusieurs bâtiments modernes, les villes, les églises. Et sur le territoire de Moscou actuel, à cette période-là, ce n'était que les forêts, les marais, parce que Moscou a été fondée par un des princes de Kiev au XVe siècle seulement. Et c'est toujours le mode de politique ou de vie de Moscou. C'est la volonté, le désir de subordonner l'Ukraine, de faire l'Ukraine sa part, de faire l'Ukraine travailler pour la Russie, donner tous ses gisements, de ses ressources naturelles. Et la Russie n'a jamais imaginé son existence sans Ukraine. Mais en 1991, l'Union soviétique a été dissolue et l'Ukraine est devenue indépendante. Mais ce n'était pas l'indépendance complètement nouvelle indépendance, c'était l'indépendance renouvelée de l'Ukraine, parce que la statalité ukrainienne est beaucoup plus ancienne que le XXe siècle. Certains scénarios pessimistes évoquent le risque de l'éclatement d'une troisième guerre mondiale, surtout avec le soutien apporté par l'Occident à l'Ukraine. Qu'en pensez-vous? Je pense que la troisième guerre mondiale, comme toutes les autres guerres, peuvent être évitées seulement avec les efforts communs de toute la société mondiale, toute la communauté mondiale. Il faut faire tout possible pour arrêter l'agresseur et pour instaurer le paix en Ukraine. Mais ce n'est pas seulement l'Ukraine. L'Ukraine ne peut pas faire ça toute seule. Nous avons besoin de l'assistance, de l'aide, des coopérations et des soutiens du monde entier. La crise russo-ukrainienne risque d'avoir une forte incidence sur l'économie mondiale. Quelles seraient, à votre avis, les premières retombées de cette crise sur le commerce mondial et sur les échanges commerciaux entre l'Ukraine et le Maroc en particulier, sachant que l'Ukraine fait partie des grands pays exportateurs des céréales et du blé? C'est encore une raison de faire les efforts communs pour arrêter l'agresseur, parce que pour avoir les récoltes des produits agricoles, il faut travailler sur les champs, pas
avoir les batailles sur les champs. Il faut planter le blé, les céréales. C'est pourquoi les efforts internationaux doivent être réalisés, mais pour arrêter l'agresseur, c'est aussi très important d'appliquer les sanctions économiques, parce que c'est peut-être un des moyens pacifiques mais très efficaces pour faire résoudre cette crise. Comment évaluez-vous le soutien apporté par l'Occident à l'Ukraine et quel regard portez-vous sur les réactions internationales enregistrées depuis le lancement des premières attaques russes? Nous toujours l'aide internationale a toujours lieu pour l'Ukraine de la part des pays partenaires comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union européenne. Et c'est bien compris parce que la raison en 2014 que la Russie a commencé ses agressions sur l'Ukraine, c'était les aspirations européennes de notre peuple. Nous sommes la partie de l'Europe et spirituellement et du point de vue géographique, parce que l'Ukraine se trouve au centre de l'Europe. C'est pourquoi c'est très naturel pour l'Europe pour nous aider. Et nos aspirations, ils sont avec nous et nous espérons devenir la partie de l'Union européenne. Parce que dans cette union, je suis sûre que la Russie ne va pas nous attaquer si on soit la partie de l'Union européenne. C'est pourquoi un des chemins qu'il faut choisir pour nous, mais nous avons déjà choisi et nous avons déjà prouvé ça avec notre sang, avec les vies de nos gens. Parce qu'on a déjà perdu jusqu'à cette situation d'aujourd'hui, on a déjà perdu pendant ces 8 ans 14 000 de notre citoyens. C'est-à-dire on donne notre vie pour les valeurs européennes. Et c'est naturel que l'Europe doit comprendre ça et prendre les décisions à propos de notre adhésion à l'Union européenne. L'Ukraine compte pas moins de 75 000 étudiants étrangers, dont 8 800 sont des étudiants marocains. Quelles sont les mesures mises en place pour protéger cette communauté? Sinon, avez-vous des statistiques, des chiffres sur les membres des étudiants marocains ayant déjà quitté votre pays? Nous avons plusieurs étudiants étrangers et chaque université, bien sûr, qui est responsable pour ses étudiants, n'importe quelle nationalité. Et dans ces moments très difficiles, les universités aussi, ils partagent toutes les nouvelles, toute l'information nécessaire avec tous les étudiants. Jusqu'aux 2 derniers jours, les études continuaient normalement. Maintenant, les études continuent en distance, malgré tous ces bombardements. Et tous les étudiants sont conseillés à rester en contact avec les universités et aussi être attentifs aux annonces des administrations locales qui toujours donnent les instructions qui correspondent à la situation sécuritaire. D'accord.
Alors, qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, mettre fin à cette guerre et rétablir la paix entre les deux pays? Et quel message adressez-vous aux citoyens ukrainiens installés au Maroc? Je vais commencer de la fin de votre question. Il y a plusieurs femmes ukrainiennes qui sont venues ici après son mariage avec les hommes marocains. Et il y a plusieurs familles mixtes, marocaines, ukrainiennes. Et je sais beaucoup de femmes ukrainiennes qui sont très heureuses dans ces familles, dans les grandes familles marocaines, avec le peuple marocain qui est très amicable, ils se sentent comme chez elles. Et c'est pourquoi je crois que la situation des femmes ukrainiennes ou les citoyennes ukrainiennes, si on parle en général, et bien, nous n'avons pas les problèmes avec ça. Et je crois que ça, c'est grâce aux traditions riches et très bonnes de familles, grandes familles marocaines, où chacun sent le soutien de tous les membres, des autres membres de la famille. Oui, et la première part de la question, pour résoudre cette crise, il faut réunir tous les efforts de tous les pays pour impliquer les mesures qui sont nécessaires, soit économiques, soit politique au premier rang, diplomatique. Sinon, nous allons résister, je vous assure que nous allons résister jusqu'à la fin. اذا متتبعي قناه شوف تي في وقفتوا معنا مجمل المحاور اللي تطرقنا لها مع سفيره اوكرانيا بالمغرب في ظل الوضعيه اللي كتعيشها الدوله ديالهم، ومن بعد ما تعلنت الحرب يوم الخميس اللي اعلنتها روسيا على اوكرانيا، واللي بطبيعه الحال خلفت مجموعه من الضحايا. نتمنوا انه يعني توضع هذه الحرب الاوزار ديالها، لان الحرب ما عمرها ما كتكون عندها حتى شي فائده. شكرا لكم متتبعينا.